Hello mes highlights, je suis très contente. Je vous retrouve comme son titre l'indique pour une petite vidéo sur mon parcours scolaire. J'ai que ça à faire ce soir donc je peux me poser avec vous. Alors vous avez été assez nombreuses à me poser des questions par rapport à ma reconversion professionnelle, à savoir qu'est-ce que je faisais maintenant, etc. etc. Donc on va commencer par le début. Alors il faut comprendre aussi comment s'est un peu passée ma scolarité auparavant. J'ai été pas mal... balader d'école à école parce que tout simplement la situation familiale, la situation de mes parents précisément, professionnelle de mes parents et entre autres de mon papa, impliquait que on soit un petit peu baladé comme ça d'école en école, de pays en pays, etc. Du coup j'ai fait un peu ma scolarité notamment toute petite, je crois que j'ai été à la crèche, j'ai dû faire la crèche, pas la crèche, j'ai été garde et j'avais une nounou à Djibouti. Ensuite j'ai fait ma maternelle en Allemagne, ma soeur est d'ailleurs née là-bas. Et je suis rentrée définitivement aux Antilles, précisément en Martinique, en 89, donc j'avais 9 ans. Voilà, pour vous donner un petit peu une idée. Et il se trouve que voilà, en 89, bon ben voilà, j'arrive dans une école qui était un couvent, donc uniforme, etc. C'est les fameuses écoles privées. Pour celles qui connaissent un peu la Martinique, ben, j'avais fait notamment donc au niveau du primaire, je crois que j'ai fait CM1, CM2 à Redoute, au couvent de Redoute. Ensuite j'ai fait mon collège à Corridon, où j'ai eu... voilà, une année scolaire très classique, très lambda, élève plutôt moyenne, j'étais pas la première du tout, j'étais pas la dernière mais j'étais pas la première, je restais voilà, au milieu, vous voyez. Je suis passée assez aisément en seconde puisque j'ai eu mon brevet des collèges donc j'étais contente et tout. Et arrivé en seconde ça a été un peu particulier pour moi, j'avais je pense une peur de grandir ou je sais pas. Et il se trouve que j'ai repiqué ma seconde, donc ça arrive, hein, rien de grave jusque là. Et je suis passée en première S. Bon, je voulais faire quelque chose d'assez spécifique, je voulais être médecin sans frontières, dans mes premières aspirations professionnelles. Et puis première S, bon, j'ai vite déchanté, ça me plaisait pas beaucoup, et du coup on m'a fait passer en L. Donc j'ai fait le lycée Schellcher. Et après, j'ai repiqué ma terminale. J'ai loupé mon bac de 0,5 points. Ça arrive, hein. Et j'ai repiqué ma terminale au couvent de Cluny. Donc au couvent de Cluny, je suis tombée sur une autre classe, une TL super sympa. Je me suis fait plein d'amis là-bas, de vrais bons amis là-bas. Et j'ai eu mon bac, voilà, juste ce qu'il fallait, pas très bien, pas assez bien, juste mention qui va bien. Je crois que j'ai eu un truc comme 10,75 ou 11 au bac, un truc du genre. Donc pas, voilà. Et je ne savais toujours pas ce que j'allais faire, du coup j'ai réfléchi et je me suis dit pourquoi pas faire sport-études. À cette époque je faisais énormément de sport, que ce soit à la maison... ou même en club, hein, ça m'arrivait de demander à mes parents de m'inscrire à tel ou tel club. Faut savoir que durant toute notre enfance on faisait quasiment tout le temps du sport. J'ai fait de l'équitation, j'ai fait du tennis, j'ai fait de la danse évidemment, voilà, on a touché un petit peu à tout en termes de sport. Et je me suis dit pourquoi pas, ça peut être pas mal. Et il était prévu que je parte à Toulouse. Et puis ça me faisait peur d'aller loin de mes parents, de faire STAPS là-bas. Du coup on a réfléchi avec mes parents et ils m'ont proposé, ils m'ont dit bon bah si ça te fait peur, tu as l'UAG de Guadeloupe, puisqu'il n'y avait pas STAPS en Martinique, mais il y avait, en tout cas à l'heure où je vous parle, je pense que ça n'a pas trop changé, il y avait STAPS en Guadeloupe. Donc je suis partie là-bas pendant 4 ans, où j'ai validé du coup juste mon DUG. J'avais repiqué ma première année, c'était un peu particulier, bon voilà. Et pendant que j'étais là-bas, je travaillais. J'étais vendeuse dans un Promode à Destreland. Donc j'ai travaillé à Promode pendant un petit moment, je crois que j'ai fait ça pendant 1 an et demi.
Et à côté, j'avais mes études. Et un jour, je tombe sur une petite annonce. Et cette petite annonce propose un casting. Mais je savais pas au départ que c'était un casting, c'était pas présenté de cette façon dans l'annonce. Et donc je me présente à Jarry, où il y avait une boîte de prod qui, je ne sais pas si elle existe encore, mais qui travaillait étroitement avec France Outre-mer Télévision, enfin RFO quoi. Et en fait, je suis reçue par une équipe de prod qui me dit voilà, vous êtes là pour le casting. Et moi j'étais là avec une copine et j'ai fait ah bah non, je me souviens la pote avec qui j'étais. Et Aurélie, et elle me regarde, elle me fait attends c'est un casting, je fais non on rentre chez nous. Et le mec il me retient, il me dit non restez et tout, on va vous mettre devant la caméra, vous allez parler un petit peu et voilà. Et moi très à l'aise en fait, je me suis retrouvée dans cette petite salle où il y avait un grand écran bleu, donc pour faire bien sûr le fondu d'image après. Et des petites flèches par terre, un prompteur, et puis me voilà devant la caméra en train de parler, prompteur, machin, et à la fin je fais ce fameux bye-bye qui apparemment aurait plu au producteur, et ils m'ont très vite rappelé en fait, parce que bon j'ai fini ma petite présentation, et puis je suis sortie de là et le mec tout enjoué, Mehdi, que j'adore d'ailleurs, qui je pense est encore dans la profession, je sais pas s'il est resté à ICV mais je pense qu'il est encore dans la profession, me dire oh, c'était génial Peggy et tout, mais c'était top et tout, franchement on te rappelle. J'ai dit ben même si vous me rappelez pas c'est pas grave, parce que vraiment je l'ai fait vraiment histoire de voilà, de me donner un petit comment dirais-je, un petit coup de pied aux fesses et de faire un truc, mais en soi bon. Et il me rappelle, je pense que 24 heures, même pas après, 24 heures, allez, 48 heures, 24 heures après. Et je viens avec une autre personne et on est conviés à une espèce de réunion où on nous explique qu'on va faire, on va être les premières à présenter la météo outre-mer, donc pour les îles Guadeloupe, Martinique. Du coup, pour celles qui m'avaient vu à l'époque, j'essaierai de vous insérer un ou deux clips vidéo de l'époque. Donc désolée pour la qualité et désolée pour le son. Mais... Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bon samedi soir à tous. Découvrons ensemble et sans plus tarder votre bulletin établi par Météo France cet après-midi, valable pour cette nuit et demain, bien évidemment. La carte satellite ce soir nous montre la zone intertropicale de convergence à l'est de l'Amérique du Sud. Ensuite, des amas nuageux porteurs de pluie qui circulent dans le flux d'Alizé. Certains sont responsables du temps maussade sur les îles du Nord en particulier. Des bancs de nuages parfois actifs que transporte le flux d'est vers les petites Antilles. Il n'y a aucune masse nuageuse organisée dans nos parages. Seuls quelques amas nuageux porteurs de quelques averses regagnent du terrain et s'accompagnent de temps à autre de quelques petites averses. Demain dimanche, le temps reste variable, les nuages sont plus présents en matinée et laissent place à des périodes ensoleillées, plus durables l'après-midi. Vous pourrez aller à la plage. Quelques ondées généralement faibles se produisent ici ou là. Les températures maximales prévues demain en Guadeloupe, 28 degrés. Il soufflera à une allure modérée, soit de 20 à 35 km/h venant de l'est. Les rafales dépasseront parfois les 60 km/h à l'avant des averses et en montagne. Pour la Martinique, le vent faiblit cette nuit dans l'intérieur des 30 km/h en moyenne. La mer pour la Guadeloupe est plus maniable du côté à dominante ensoleillée malgré la présence en matinée de quelques amas nuageux pouvant donner une ou deux averses, parfois de bonne intensité. Pour la Martinique lundi, le soleil près de le vent est d'est-sud-est toujours et souffle modestement à 25 km/h. En Guadeloupe mardi, le soleil passe à l'idéo. Ou encore, profites-en bien aujourd'hui, mais demain, ne viens pas te plaindre. Donc soyez très prudents dans tous vos déplacements, surtout en ce début de soirée de samedi. Excellente soirée à tous et à demain. Bye bye. Le vent pour la Martinique, eh bien les alizés reprennent de la vigueur de 30 à 35 km/h en plaine et près des côtes, avec des pointes tout de même à 50 km/h sur le relief. Des rafales à plus de 60 km/h sont possibles sous les grains.
Pour la Guadeloupe, le vent de nord-est à est faiblira cette nuit sur les terres. Demain, prévu à 11h48, la marée basse, elle, à 17h59. Demain, le soleil de nos îles se lèvera à 6h09, encore plus tard, pour se coucher aussitôt à 17h31. Pour les 2 jours en Martinique, dimanche et vous le verrez lundi, eh bien le temps s'annonce de nouveau perturbé. Des averses assez soutenues devraient affecter notre île. Les vents d'est sont bien établis et la mer reste agitée en Atlantique. Pour la Guadeloupe, dimanche uniquement, le temps sera de l'eau qui courit, capote et crasse. La pluie n'apporte finalement que le renouveau. Alors je sais que c'est difficile lorsqu'on est sinistré, mais essayez, tentez, je sais que ça va être dur de relativiser. Très très bonne soirée à tous et à Dem. À demain. Bye bye. Vraiment, la seule chose que je peux vous montrer en fait de l'époque, parce que c'est tout ce qui me reste en gros de mon archive de cette période. Et c'était génial parce que moi je continuais, si vous voulez, à faire mes cours, à travailler en même temps et en même temps à avoir cette petite notoriété télévisuelle qui était d'être avec certaines équipes donc de RFO et de travailler donc dans la prod quoi, dans tout ce qui était production audiovisuelle et être vraiment pour le coup devant la caméra et pas derrière. Et je trouvais ça vraiment bien, j'avais même commencé à avoir des lettres de fans et tout, c'était un truc un peu fou parce que moi je me rendais pas compte, en fait je faisais mes courses comme tout le monde et tout, et puis d'un coup vous avez des gens qui viennent, qui vous disent ah Peggy c'est génial et tout, on vous a vu aujourd'hui, oh là là ça fait plaisir de voir une Antillaise, une vraie négresse devant la télé, etc. Surtout que je me faisais des styles des fois assez fous avec des afros, je faisais des têtes un peu particulières hein, j'avoue. Et plus ça allait, plus j'étais à l'aise quoi, j'adorais ça. J'ai même été interviewée avec ma collègue par Créola. Donc c'était vraiment super, c'était top et je pense que j'aurais pu continuer à faire ça encore très longtemps. Mais au bout d'1 an et demi, j'ai repensé un petit peu à tout, à mon projet, à ce que j'avais envie de faire de ma vie. Et j'ai eu cette espèce de déclic de me dire pourquoi pas partir à l'étranger et étudier vraiment tout ce qui est la communication, l'audiovisuel, tous ces métiers en fait du divertissement en gros. Et j'ai plaqué un petit peu mes études, j'ai pas été jusqu'au bout comment dirais-je, de ma dernière année. Et du coup je suis partie, donc j'avais mon deuil hein, mais j'enchaînais pour mon autre année, mais je suis partie. Donc j'ai annoncé ça bien sûr à l'équipe de prod, ils étaient un peu dégoûtés. Je me souviens du responsable qui me disait Peggy si tu reviens tu me fais signe, tu reviens, on bossera ensemble sur tel et tel projet. Enfin bon bref, il était en gros un peu deg mais à la fois content pour moi parce que je trouvais finalement ma voie et que j'allais vraiment vers autre chose. Donc je suis partie au Canada pendant 2 ans où j'ai validé 2 diplômes en fait, 2 années à l'université de l'UQAM. Alors l'UQAM ça a été vraiment l'une des meilleures universités que j'ai pu fréquenter dans ma vie. J'avais jamais été dans cette ambiance nord-américaine où finalement les Québécois ce sont des gens extrêmement gentils, extrêmement chaleureux. J'ai appris vraiment l'humanité auprès d'eux, j'ai appris la bienveillance auprès d'eux, j'ai appris l'amour d'autrui sans le connaître auprès d'eux. J'ai appris la colocation auprès d'eux, à savoir avoir des gens comme ça qu'on ne connaît pas, avec qui on doit apprendre à co-vivre, oui, il n'y a pas d'autre mot, à vivre ensemble. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses à travers cette expérience là-bas. Et puis ce qui était marrant, c'est que j'ai eu notamment de la famille qui m'a rejoint, donc ma mère est venue me voir, mais j'ai eu un de mes cousins qui est parti, qui est venu pendant que j'étais là-bas, qui s'est installé là-bas parce qu'il savait voilà qu'il y avait des choses à faire dans son secteur là-bas, et il y est resté. Donc Jérém, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, je suis tellement fière de toi et tellement contente. Voilà, donc
il s'est passé tellement de choses au Canada. En tout cas à Montréal spécifiquement, j'ai appris beaucoup sur moi. J'ai appris aussi mes limites, j'ai appris à aller de l'avant, à casser la Peggy que j'étais au niveau... enfin tous les aspects négatifs de la Peggy que j'étais, j'ai appris à la casser pour la reconstruire dans de meilleurs aspects, avec un meilleur état d'esprit, et j'ai validé mes diplômes là-bas et je suis rentrée directement à Paris. Alors il y avait diverses raisons pour lesquelles je rentrais à Paris. C'était pas lié que au fait que voilà, c'était un peu compliqué là-bas, parce qu'en soi tout le monde me pose la question pourquoi t'es pas restée et tout, t'avais la possibilité d'y travailler. En plus j'y ai travaillé, hein, en plus d'être étudiante. J'ai été notamment personne ressource pour des personnes handicapées, donc des personnes handicapées en chaise roulante, où je venais les chercher à la fin de leur cours et je les ramenais chez eux. Vous savez que certains accès peuvent être difficiles pour eux, notamment avec la neige, etc. Et donc l'université a trouvé judicieux de proposer à des élèves d'aider. Bon, on était payé, hein, on n'avait pas une somme astronomique, mais on avait un petit pécule chaque mois pour l'aide qu'on apportait à la personne dans le besoin, entre guillemets. J'avale de travers, désolée. Donc j'ai fait ça, j'ai fait aussi de l'animation, notamment lors du festival de jazz, avec une boîte de prod événementielle qui était très réputée à Montréal. Voilà, je dirais pas son nom, mais peut-être qu'elle a évolué depuis. Et j'ai fait ça pendant quasiment 6 mois, 1 an avec eux, hein, facile. Donc j'avais ça, j'avais mes études et je réussissais bien mes études, j'étais une bonne élève, j'étais contente de ce que j'apprenais énormément de choses. J'ai fait donc un diplôme en animation et recherche culturelle, un autre diplôme en communication, presse et audiovisuel. Et voilà, j'ai validé ça et je suis rentrée en métropole pour des raisons diverses et variées que je n'exposerai pas aujourd'hui sur internet, mais c'est vrai que j'aurais pu y rester. En tout cas rester là-bas. Le choix était différent et je ne m'en plains pas, c'est très bien. C'est très bien que ça se soit passé comme ça. Parce que je suis rentrée en Martinique et puis ensuite j'ai décidé de repartir sur la métropole. Arrivée en métropole, comme tout le monde, hein, j'ai 26, 27 ans, 27 ans plutôt. Bon voilà, j'ai fini mes études, j'ai mes diplômes, j'ai tout ce qu'il faut, mais il faut que je travaille. Donc voilà, je commence mes démarches. Je peux toucher le petit minima, on va dire, de salaire, RSA et compagnie. Et à force, comme quoi il faut jamais lâcher, hein. À force de toquer aux portes, donner mon CV, expliquer un peu ma situation, j'ai une opportunité à TF1. Donc ça a été ma première expérience professionnelle en France, c'était à TF1. Donc c'est pas rien, c'est vraiment pas rien. On me donne un poste, on me fait signer un CDD. Un CDD de 4 mois où je suis secrétaire de production, donc secrétaire assistante de 2 grands directeurs de prod, où je fais beaucoup de choses en fait. Mes journées ne se finissent pas à... Enfin pour moi, elles ne se finissent pas à 19 h et j'arrive le matin, il est 8 h quoi. Donc c'est vous dire... en soi, les vraies heures de travail, ce serait du 9h, 18h, 9h, 19h. Mais moi, j'ai tendance à vraiment, peu importe le métier que je fais, je m'investis. C'est pas la valeur du chèque de fin de mois qui donne... Là, il n'y avait pas grand chose au montage. Je vous disais, c'est pas la valeur du chèque de fin de mois qui me donne ma valeur à moi, Peggy, qui est dans ce métier. En gros, la valeur du chèque ne fait pas, on va dire, la valeur humaine, pour moi, hein. Mais vraiment ça n'engage que moi. Donc je me donnais à fond et j'aimais ça en fait. J'avais pas peur d'être payée ce que j'étais payée, et pourtant j'étais, pour le coup, j'étais plutôt bien payée pour ce que je faisais. J'estime que j'étais plutôt bien payée pour ce que je faisais. Et j'ai appris beaucoup de choses grâce à cette expérience, grâce à ces 2 directeurs que j'avais, et je suis hyper reconnaissante de les avoir eus dans ma vie. Mais vraiment, ce sont des gens qui vivaient des périodes de stress assez intenses, puisque faut le savoir, en télé il y a beaucoup d'argent en jeu,
Donc quand il y a un souci au niveau planning ou au niveau rendez-vous, ça peut avoir une incidence assez dramatique pour la suite de la programmation, que ce soit en termes de divertissement ou autre. Donc il fallait être hyper, comment dirais-je, hyper réactif et très pragmatique au niveau de ce qu'on vous demandait de faire. Donc moi je gérais bien sûr l'agenda professionnel de mes directeurs, mais aussi l'agenda personnel. Donc ça demandait vraiment une certaine rigueur. En sachant que parfois ça impliquait la personne et d'autres choses, sans compter parfois le coup de main qu'on pouvait donner aux chargés de production ou à l'équipe d'intermittents dans divers endroits, notamment les Energy Music Awards, etc. Bon, c'est une chose que j'ai eu l'occasion de faire et que je suis vraiment reconnaissante de mes responsables hiérarchiques de m'avoir offert cette opportunité à l'époque, qui était folle quoi. C'est un truc, mais jusqu'à présent je pense que bon, ça a un petit peu moins, ça a un peu perdu de sa superbe je pense avec les années, mais c'est toujours aussi médiatisé par les gros groupes et voilà. Voilà. Donc j'ai eu cette expérience là, donc ces 4 mois qui ont été renouvelés pour une plus longue période. Donc j'ai fait quasiment 1 an en fait, pour ne rien vous cacher, dans l'entreprise, et j'en suis sortie avec plein d'étoiles dans les yeux, plein de choses à envisager pour la suite. Et en début d'année 2010, j'ai eu cette fois-ci une opportunité pour travailler au CSA. Alors là, le CSA, c'est on rentre dans les grands, on va dire. Je suis restée au CSA 1 an et demi en qualité de chargée d'études techniques. Donc j'ai commencé en fait à travailler pour la première fois sur tout ce qui était base de données opérationnelle, base de données techniques auprès notamment de nos ingénieurs. J'ai travaillé notamment au service radio puis au service télé donc du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est c'est un service public, hein, voilà, c'est vraiment un gros truc. Alors le CSA, grosse machine administrative, très rigoureuse, très comment je peux vous dire ça, quand même pas mal politique, hein, tout ça. Bah, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est quand même pas mal politique. Et beaucoup d'avantages au sein de l'entreprise, pareil. Service public, pourquoi particulier? Parce que comme beaucoup de services publics, en tout cas c'était le cas à l'époque où j'y étais, je crois qu'on pouvait vous faire 6 ans de CDD avant de vous CDIser. Du coup vous pensez bien que la PEG, elle avait fait le tour assez vite, et puis moi je pige assez vite le système, je pige assez vite une ambiance de maison. Et disons qu'au bout de 6 mois j'avais compris où j'étais, et au bout d'1 an et demi je voulais qu'une chose, c'est en sortir et faire autre chose. Du coup j'étais, même si ça a déplu à certains de mes responsables, mais c'est pas grave, à la fin de mon CDD j'ai pas souhaité être renouvelée, donc c'est CDD d'1 an et demi, hein. Je vous l'ai fait courte, mais 1 an et demi de CDD, oui ça arrive dans plein de boîtes. Donc j'ai fait 1 an et demi, voire presque, j'étais pas loin des 2 ans de CDD dans cette grosse entreprise administrative du service public. Et j'étais contente d'en partir en fait. J'étais très contente parce que je me suis dit non, faut que je me trouve quelque chose de différent, d'un peu plus stable, qui reste un peu dans ce secteur là, gestion, base de données et tout. Et puis j'avais adoré ça, tout ce qui était le traitement de base de données, c'est quelque chose qui me plaît. Faire des stats, tableau Excel, etc. Moi c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime apprendre dedans, j'aime comprendre les rouages, j'aime prendre le temps aussi d'apprendre, et voilà. Donc j'ai quitté le CSA à la fin de mon long contrat avec eux, et j'ai eu une opportunité cette fois-ci en CDI dans une entreprise
on va dire, je vais pas donner le nom de l'entreprise parce qu'il y a des boîtes pour lesquelles ça ne me dérange pas de vous donner les noms. Il y en a d'autres, je préfère ne pas en parler. Donc bon, bref. Une boîte de marketing, com et traitement, on va dire, de presse, de routage presse de plusieurs autres boîtes. Et j'ai bossé là-dedans en CDI. J'avais un poste donc de cadre dans cette boîte, donc c'était après le CSA, tout ça. Et ce CDI a duré un certain laps de temps. Malheureusement, la boîte n'existe plus, comme je vous le dis. Elle a commencé à être achetée, puis rachetée, puis re-rachetée, puis voilà, mouvement, etc. Et donc ça a été un peu compliqué à cette période parce que j'avais d'autres aspirations, toujours professionnelles évidemment, personnelles aussi. Et il y a des choses pas très cool qui se passaient au sein de l'entreprise. Et donc j'étais contente, on va dire, qu'au bout d'un certain nombre d'années, je m'en aille, quoi. Donc voilà, ça a duré ce que ça a duré. Et là, je commençais déjà à me poser des questions sur le secteur que j'avais l'habitude d'embrasser au niveau professionnel. Est-ce que je voulais rester dans ce milieu-là? Est-ce que j'envisageais pas déjà autre chose? Je savais pas trop, je vous cache pas, je savais pas trop, je tâtonnais un petit peu, je savais pas, je me posais beaucoup de questions, j'ai été suivie notamment par l'APEC à cette période-là déjà, et puis j'avais d'autres personnes un peu de tout ce qui était conseil en insertion, en évolution pro, qui me faisaient un peu des appels du pied en me disant voilà... tu sais, des profils comme le tien, ça peut être vachement intéressant dans notre secteur. Et moi, ça m'intéressait pas plus que ça parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais apporter de plus? Voilà. Et en fait, j'ai eu encore 2 autres expériences, toujours dans les mêmes secteurs. Donc, dans un autre grand service public on va dire, lié à tout ce qui est droit d'auteur cette fois-ci, qui m'a embauchée. Et puis ensuite j'ai eu une autre expérience dans une entreprise privée cette fois-ci qui s'est soldée par on va dire une rupture. on va dire ça comme ça. Et ça a été là les déclics en fait. Ça a été de me dire bon ben si ça marche pas dans ces 2 structures là, qui sont des structures que tu es censé connaître, que tu es censé maîtriser, que tu es censé voilà être à l'aise dedans parce que ben c'est finalement ce pourquoi tu as étudié et tout, c'est qu'il y a un travail à faire sur toi, c'est que tu as des choses à voir, il faut que tu poses les armes et que tu poses tes acquis et que tu réfléchisses vraiment à ce que tu veux aujourd'hui dans ton boulot, ce que tu aspires à faire, ce que tu aspires à être. Et ce que tu n'as pas envie de te battre pour avoir. Ce que tu peux sacrifier pour avoir un mieux-être en termes humains. Et j'ai commencé à réfléchir vraiment comme ça. J'ai fait un travail sur moi. Je vous dis, pour ne pas les citer, vraiment, l'APEC a été d'une grande aide à mon niveau. Et grâce à eux, j'ai obtenu, on va dire, quelque part, le poste que je rêvais d'avoir. Voilà. À savoir travailler sur de l'humain, travailler avec un public, animer des sessions, des sessions collectives, échanger avec des gens sur leurs problématiques personnelles au sein d'une profession, voilà. Et aujourd'hui, je suis officiellement conseillère en évolution pro. Voilà, je vous le dis. Vous savez maintenant ce que je fais de ma vie. Et ça a été vraiment un cheminement, je peux le dire, assez long. Mais qui a été tellement riche, tellement positif. Il n'y a rien eu de négatif dans tout ce que j'ai vécu durant cette reconversion pro, qui m'a pris quasiment 2 ans, en fait, voire même 2 ans et demi, je dirais,
quasiment 2 ans et demi, puisque même quand je reprenais un poste dans le secteur que je voulais, j'essayais de me persuader que c'était la bonne voie, alors qu'en réalité, je me voilais la face sur mes vraies aspirations professionnelles. Et c'est vraiment en ayant cet échange de pratique, de ce retour de, comment dirais-je, de situation, ce regard, on va dire, transverse sur mon parcours avec des personnes comme ça, qui sont dans ce secteur-là, en fait, qui m'ont aidé à vraiment décider et, comment dirais-je, me positionner correctement sur ce que je voulais vraiment dans la vie, en fait. Et me voilà aujourd'hui dans ce milieu, dans ce secteur qui m'épanouit beaucoup. Et même les choses qui ne sont pas roses, j'arrive à les trouver roses. Même les choses qui sont difficiles, j'arrive à les trouver faciles. Même les choses qui sont insurmontables, j'arrive à les trouver surmontables. C'est fou, hein, mais quand on sort de plusieurs secteurs privés et qu'on arrive comme ça dans un secteur un peu plus public, là où les gens voient de la difficulté, nous on va voir certaines solutions que les anciens n'arrivent pas à voir. Et c'est vraiment quelque chose qui est hyper formateur pour moi au quotidien, hyper intéressant pour moi au quotidien, et j'aimerais continuer sur cette voie le plus longtemps possible, continuer à avoir cette flamme en moi qui me donne envie de me battre pour autrui, de faire en sorte que les personnes que j'encadre, les personnes que j'accompagne aillent au-delà de leurs projets, au-delà de leurs rêves, et garder en moi ce sentiment de bienveillance envers ceux que j'aide et que j'accompagne, et que voilà, c'est vraiment ce truc positif que je retiens de ce métier qui m'apporte mais tellement au quotidien. J'aime vraiment ce que je fais. Je pense que au-delà de voilà, la sphère youtubesque où vous avez des nanas, je suis contente, je vis de ma chaîne, etc. Et je trouve ça extrêmement beau, formateur et tout ce que vous voulez. Je sais au fond de moi que ce n'est pas ce que je veux pour moi. Je fais des vidéos par plaisir. Évidemment, en vivre, ça impliquerait quand même pas mal de sacrifices, pas mal de choses dans ma vie qui m'empêcheraient peut-être de réaliser certaines choses. Aujourd'hui, je suis contente de cette petite communauté que j'ai qui me permet quand même de réaliser mes vidéos, de proposer en fait mon image et de diffuser comme ça mon énergie très simplement, hein. Et je suis très reconnaissante de tout ça. De la même manière que ces personnes-là sont contentes d'en vivre, moi je suis très contente de vivre ce que je vis aujourd'hui. Je n'aimerais pas être ailleurs qu'à cette place où je suis aujourd'hui, devant vous, devant une caméra. Pour rien au monde, si je refaisais le film, je changerais de sens, je resterais sur la même lignée, sur les mêmes choix que je me suis imposé finalement. Et j'espère que du coup ce petit partage d'expérience vous apportera quelque chose, vous qui me posiez tant de questions sur ce que je fais aujourd'hui de ma vie. Voilà, j'espère que j'aurai répondu en tout cas à la plupart de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Bien sûr, si cette chaîne vous plaît, hein, vous pouvez vous abonner, c'est juste là. Et puis, n'hésitez pas à regarder mes dernières vidéos. Je vous embrasse, à bientôt. Salut!